Merci d'être là. C'est pour voir ce très, très rare film de Raoul Ruiz. Moi-même, je ne le vois pas depuis 20 ans. Et on a des copies 35. Et bon, il n'y a pas beaucoup de curiosité dans ce pays, mais c'est pas grave. Il n'y a pas beaucoup de... mais bon. Melville, merci d'être là. Merci, Paulo. Cette conversation, c'est un peu le motif pour que je ramène Melville au festival et qu'on soit un peu ensemble et qu'on partage quelques moments ensemble. Que depuis des années qu'on a commencé, Melville a commencé à travailler dans le cinéma, je pense, avec Raoul, quand il avait 10 ans. En faisant un film qui s'appelle La vie des pirates, au Barrial, pas loin d'ici. Et à partir de là, donc, non seulement il a commencé sa carrière d'acteur, que je ne savais pas si tu voulais l'être ou non, mais à 10 ans, on ne sait pas très bien ce qu'on veut faire. Et une collaboration avec Raoul dans beaucoup de ses films. Il a accompagné Raoul jusqu'au bout, pratiquement, Les Mystères de Lisbonne, où il apparaît aussi. Et donc, c'est un peu ça que je voulais raconter un peu, d'abord cette relation très particulière qu'il a établie avec Raoul, mais aussi quelles perspectives l'ont ouvert. Il vient par exemple de finir le dernier film d'Woody Allen, le tournage qui se passait à Paris, que le tournage vient de se terminer il y a quelques jours. Donc je voulais un peu que tu parles un peu d'abord, qu'est-ce que t'a fait suivre après cette expérience, la carrière d'acteur, et qu'est-ce qui t'a apporté la relation avec Raoul, que je pense qu'elle a été très particulière dans ta vie. Absolument, ça me fait plaisir de te voir, Paulo. C'est aussi grâce à toi que j'ai commencé le cinéma, parce que je me rappelle du premier rendez-vous professionnel que j'ai eu à 9 ans dans ton bureau, et que tu m'as proposé de l'argent en cash. Oui. Et que ça, c'était très intéressant pour moi. On ne peut pas raconter ces choses-là maintenant. Hein. Il y a prescription, je pense. Okay, donc, à prescription, ok, on y va. Ouais. Et donc, pour le petit garçon que j'étais, qui connaissait déjà le cinéma, parce que ma mère était attachée de presse et travaillait déjà avec Paolo sur des films de Raoul Ruiz. Un personnage incroyable qui vient de nous quitter il y a très peu de temps. Absolument, qui est mort au mois de juin. Donc, j'avais vu beaucoup de films enfants, je connaissais un petit peu le milieu du cinéma et puis les tournages sur lesquels j'avais pu l'accompagner. Et j'étais très surpris quand Raoul Ruiz m'a appelé pour jouer dans ce film La vie des pirates, parce que je m'étais fait une idée un petit peu du cinéma traditionnel, avec le scénario, les dialogues fixes, les personnages assez clairs et tout ça, des films que j'avais pu voir. Et c'est très vite parti dans un autre délire. C'est-à-dire que le scénario arrivait petit à petit, il réécrivait les scènes, donc j'étais presque plus professionnel que le tournage auquel je participais. Et j'étais un petit peu déstabilisé, surtout que mon rôle, c'était le rôle d'un enfant assassin qui revient tous les 10 ans pour tuer toute sa famille, et que Raoul Ruiz m'expliquait que j'étais à la fois Pinocchio et Pinochet. Donc tout ça se mélangeait un petit peu dans ma tête, et c'était beaucoup plus compliqué que ce que je m'étais fait comme idée à 9 ans. Mais ceci dit, une fois que je me suis retrouvé à Baleal, donc dans cette petite île qui était accessible à l'époque uniquement à marée basse, donc je me rappelle encore toute cette équipe de Portugais qui trimballait le matériel quand la mer était descendue et qu'on traversait cette espèce de goua comme ça, avec une équipe d'allumés quand même aussi. Il y a prescription, on peut le dire, mais oui. J'étais quand même le seul enfant parmi une équipe assez sauvage, et Raoul lui-même était assez allumé à l'époque, en inventant toujours de nouvelles scènes, en faisant une mise en scène très baroque. La vie des pirates, c'est un de ses films pour moi les plus beaux, les plus poétiques, les plus mystérieux aussi, notamment avec ce personnage d'enfant qui est comme une espèce de fantôme, qui représente le mal absolu, mais qui est en même temps angélique. Enfin, il y a tous ces thèmes ruisiens qui étaient déjà très présents. Donc voilà, c'était pour moi une expérience qui aurait pu être traumatisante, parce que j'étais livré à moi-même. Ma mère ne m'avait pas accompagné sur le tournage. Elle avait demandé à
quelqu'un de s'occuper de moi, mais il s'est révélé ensuite être très louche lui aussi. J'étais souvent accompagné par des gens bizarres. Enfin voilà, je comprenais pas ce qui se passait autour de moi, mais c'est resté comme des images un peu comme un rêve, et un rêve, un beau rêve, pas du tout un mauvais rêve, au contraire, un rêve magnifique qui m'a donné envie de continuer. Et puis Raoul a eu la gentillesse de me réengager plusieurs fois jusqu'à ce qu'on tourne L'île au trésor, qui est un film un peu maudit, mais qui maintenant ressurgit un petit peu, et notamment Raoul Ruiz avait eu des problèmes avec ce film que tu avais produit avec les Américains de la Canon, et qui avait connu un tournage très rocambolesque, parmi les plus dingues qu'on ait pu connaître, j'imagine pour toi aussi. Ouais. Parce que tu avais vendu le projet comme un film pour enfants à ses producteurs. Donc la Canon, pour les gens qui ne connaissent pas Gollum et Globus, c'était des types qui produisaient les films de Chuck Norris, donc des films très commerciaux, de bagarres américains, des séries B. Et quand ils ont vu les premières rushs du film de Raoul Ruiz, ils ont tout de suite fermé le robinet en disant c'est pas du tout ce qu'on veut, on comprend rien, c'est pas l'adaptation de L'île au trésor, le roman de Stevenson. Donc on s'est retrouvés un peu sans le sou, en plein milieu du tournage, si ma mémoire d'enfant est bonne. Oui, c'est ça. Ils ont quitté les bateaux en disant qu'ils avaient un peu par effraction aussi mis de l'argent dans le soulier de satin. Mais pour ça, comme le film a été à Cannes et à Venise, donc ça a été c'est passé. Mais quand, au moment où ils ont vu le premier montage de L'île au trésor, je me rappelle, ils sont venus me voir dire, vous savez, le soulier de satin à côté, c'est Dr Zhivago. Donc, débrouillez-vous, mais on ne va pas vous payer. Donc, je me trouvais un peu dans une situation assez compliquée. Déjà, comme il dit, le tournage était rocambolesque parce que, donc, on a amené je ne sais pas combien d'acteurs. Il y avait Anna Karina, il y avait Martin Landau, parce que ça c'était une imposition des Américains, c'est la seule superbe idée qu'ils ont eue de nous amener Martin Landau. Et il y avait Steve Nain, il y avait Yves Afonso, il y avait Mayville, il y avait Sheila, il y avait Jean-Pierre Léaud. Il y a un moment, il y a une scène un peu rocambolesque avec Léo qui a, soi-disant, entre guillemets, agressé un assistant. Donc, il a été mis au ban et donc, un personnage qui a pratiquement disparu du film. Donc, oui, parce que Raoul réécrivait encore les dialogues la veille pour le lendemain. Tous les jours, il réécrivait. Et Jean-Pierre Léaud était très stressé par sa mémoire déjà. Ouais. Et du coup, quand l'assistant lui avait amené la scène au dernier moment, il l'avait attaqué avec une pierre, ce qui n'avait pas du tout plu à Raoul, qui l'avait mis en quarantaine au Sénégal, ce qui fait que pendant peut-être 2 semaines, Léo tournant pas et étant tout seul dans son petit hôtel, il allait voir dans le village d'à côté un marabout pour prendre des décoctions qui lui filaient un gourdin d'enfer, et il me racontait tout ça quand j'étais petit. C'était vraiment assez surréaliste, il était très obsédé sexuel. Mais donc voilà, c'était des tournages complètement dingues, qui étaient très risqués. Et après, Raoul s'amusait à me raconter, mais tu te rappelles tel type, en fait il sortait de prison pour des raisons obscures, et puis quand tu étais revenu, en fait tu jouais avec des singes sur le tournage, mais en fait on a découvert après qu'ils avaient la rage, du coup on les a tués dans ton dos pour pas que tu sois triste. Enfin, c'était que des histoires à double fond comme ça. Mais moi je suis passé complètement indemne dans ce truc-là, et au lieu d'avoir de mauvaises histoires à raconter, j'ai que des bonnes histoires à raconter. Mais c'était une chance, parce que même maintenant qu'elle est plus là, je peux le dire, je trouve que ma mère a été gonflée et a pris beaucoup de risques d'envoyer son petit garçon si jeune quand même, entre 10 et 13 ans, dans des aventures qui étaient assez risquées, même pour les adultes. Et est-ce que quand tu t'es retrouvé dans les tournages un peu plus classiques, qu'est-ce que c'était horrible. Là par contre c'était vraiment terrible, les horaires fixes, le texte à apprendre longtemps à l'avance, le côté très professionnel et chiant du cinéma, quoi. C'est vite venu, quoi. Et puis jusqu'à maintenant, je regrette toujours les tournages de Raoul de cette époque-là. Et c'est pour ça que dans ma carrière, après, d'ailleurs, on a une amie ici, Dominique Gonzalez-Foster, qui connaît bien un type avec qui j'ai beaucoup tourné, qui s'appelle Charles Demeaux, qui est aussi une espèce d'aventurier comme ça, qui est aussi producteur et réalisateur. Donc à chaque fois que j'ai l'occasion de partir sur des projets plus rocambolesques, on va dire, j'accepte, parce que ça me rappelle le cinéma de cette période-là, qui était, je dirais pas moins professionnel, mais qui était plus aventureux et plus risqué. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup manqué après, par la suite,
de retrouver moins cet esprit-là dans le cinéma. Et puis aujourd'hui, alors, en 2022, c'est carrément impossible de se retrouver sur ce genre de projet, quoi. Oui, l'espace c'est complètement rétréci, évidemment. Donc moi, je suis revenu un peu à cette époque-là, donc je repars sous des projets un peu comme ça, mais ils sont rarissimes. En France, c'est pratiquement impossible de... Sauf celui que je viens de faire, tu parlais que je venais de tourner avec Woody Allen, qui était effectivement un film un peu dans cet esprit-là, puisque Woody Allen a des problèmes aux États-Unis, il ne pouvait plus tourner, donc là il est venu en France pour tourner. Et c'était pareil, un petit film, avec Vittorio Storaro qui faisait la lumière et tout ça, c'était une équipe très dévouée, très professionnelle, tout ça, mais il y avait ce côté... alors que c'était un vieux monsieur de 86 ans qui réalisait, le chef opérateur Storaro, pareil, il a genre 82 ans, mais je voyais deux mômes en train de s'amuser à expérimenter aussi bien la lumière que même la mise en scène. Beaucoup de plans au Steadicam au 14 mm qui sont normalement un peu impossibles à conjuguer, mais qui là donnaient un effet étrange et mystérieux. Enfin, il y avait aussi cette excitation que j'ai retrouvée. Là, j'ai quitté le tournage mardi, de ces deux vieilles personnes qui s'amusaient à faire du cinéma comme j'avais pu en faire quand j'étais enfant avec Raoul et toute cette bande d'allumés. Comme quoi, il y a toujours moyen de trouver ces moments, ces épiphanies dans un monde du cinéma plus aseptisé, plus contrôlé, moins risqué. Il y a encore toujours moyen de s'amuser. Et pas forcément quand on est jeune, mais aussi même en étant vieux. Et justement, une fois, après avoir tout démontré de sa carrière, revenir à quelque chose de plus expérimental, j'ai trouvé ça une belle expérience. Ouais. Et je sais que là, tu es très discret, mais que tu as tourné aussi des films. Dis-moi un peu, comme directeur, qu'est-ce qui t'intéresse, à part être acteur dans le cinéma ? En fait, quand j'étais sur les tournages de Raoul, le métier d'acteur, j'essayais de faire ce que je pouvais et tout ça, mais c'était pas forcément ce qui me passionnait le plus. Ce qui me passionnait, c'est plus de regarder la technique, et notamment tous les effets que Raoul pouvait faire pendant le tournage. Des effets un petit peu bricolés, mais très, très, très poétiques, un petit peu à la Jean Cocteau, disons. Et le travelling. Et puis comme j'étais petit, je pouvais me faufiler, donc Raoul me disait tiens, va sous la table et fais-la bouger comme si c'était du spiritisme, ou alors monte en haut pour mettre un projecteur ou un miroir ou des choses comme ça. Et donc c'est vrai que tout ce côté technique m'amusait beaucoup, et dès que je suis revenu de ce premier tournage, je me suis acheté une caméra vidéo avec l'argent que j'ai gagné légalement, et je me suis mis à refaire des films en vidéo dans ma chambre à Paris, où je faisais tous les rôles et je m'amusais à faire des travelling sur mon skateboard ou filmer mes petites voitures en gros plan pour donner l'impression que c'était des vraies voitures. Donc je reproduisais un petit peu toute cette magie du tournage que j'avais vécu avec Raoul. Et c'est des films qui sont pas sortis au cinéma, qui étaient des films d'enfants, disons, mais qui ont après été édités par notre ami, toujours le Charles Demeaux aussi, que j'aime beaucoup, dans un coffret DVD distribué par MK2. Et qui sont comme ça des films, des fantaisies d'enfants, mais qui se prend au sérieux, comme toujours quand on est enfant et qu'on joue bien. Il y a quelque chose de presque de professionnel dans ces petits films. Mais après j'ai arrêté parce qu'une fois que tout le monde a eu des iPhones et des chaînes YouTube et tout ça, je me suis dit que c'était trop tard et que c'était le moment d'arrêter. Et écrire un scénario plus ou moins classique et le mettre en scène, c'est quelque chose que... Pas vraiment. Je vois comme c'est difficile aujourd'hui, notamment pour un premier film, d'aboutir et de trouver les financements et toutes les étapes de réécriture. J'avoue qu'en tant que comédien, je suis assez satisfait par les propositions que j'ai pour pas me coltiner la galère du metteur en scène. Mais peut-être un jour. Peut-être un jour. Et en parlant un peu de films qu'on va voir, je vais raconter mon côté, et après, mais lui, il racontera le sien. Raoul, normalement, donc après tous ces films qu'on a vantés, et comme je disais parfois au petit déjeuner et au déjeuner, on était déjà en train de les tourner. Bon, j'exagère un peu, mais c'est à peu près comme ça. À un moment, on rentre dans des productions où on arrive à trouver un peu de financement traditionnel, des chaînes de cinéma et et d'autres moyens qui existent en France. Donc je tourne, je pense, Trois vies, une seule mort. C'est le premier film un peu plus normal qu'il a fait, qui est à Cannes, en compétition. Après, je produis le Généalogie d'un crime avec toi, Catherine Deneuve, Michel Piccoli, Mathieu Amalric, déjà un film que j'adore et qui est à peu près
et qui a fait quand même c'est son premier entre guillemets succès public en France. Je me rappelle d'une c'est un film qui joue sur les sectes, psychanalyse et tout ça, c'est très drôle. Mais quand je tournais un film comme ça, il y avait toujours pour moi une angoisse qui tourne ça complètement comme il a fait L'île au trésor dans un film expérimental. Et donc, je faisais à peu près un pacte avec lui du style, ok, s'il te plaît, là, on a réussi à faire de l'argent avec un scénario un peu plus normal, même s'il n'était pas, mais essaye de ne pas trop te dévier parce que après, on aura vraiment, ça m'a suffi ce qui est passé avec la Canon. Donc, en échange, je disais, mais t'inquiète pas qu'après, je t'offre un film où tu es absolument libre de faire ce que tu veux. Et qu'il y aura, je dirais même pas le scénario, rien. Donc, il avait très envie de revenir à Sintra, où il avait fait le territoire, et on a été ici très longtemps. Et à l'époque, la Quinta de Regalera était abandonnée, il n'appartenait pas encore à, je pense à la mairie, ou la mairie venait de l'acheter ou quelque chose, donc personne ne savait ce qui était cette espèce de truc complètement... Jardin ésotérique, moi, les gens doivent connaître déjà Sintra. Maintenant, je vais aller que pour aller voir la Quinta de Regalera, c'est la folie absolue, donc, mais à l'époque, non. Et donc, il m'a dit, bon, si... j'ai dit, si tu allais tourner à Quinta de Regalera, parce que c'était complètement baroque à l'intérieur, un peu fou, baroquisme. Et ceux qui l'ont visité maintenant le connaissent, à l'époque personne ne le connaissait. Et donc il m'a dit, ah c'est formidable. Donc ok, donc pendant 6 semaines, tu auras une équipe pour tourner là-bas. Et évidemment, on a appelé quelques acteurs qui avaient travaillé avec lui, ou voulaient travailler avec lui. Donc, toi et Silberstein, Lambert Wilson, Christian Vadim, avec qui il aimait vraiment tourner. Et donc, Roger Samora, qui avait déjà travaillé avec lui aussi, je ne me rappelle plus. Et donc, il a tourné ce film pratiquement à Quinta de Regalera entre eux, et j'ai jamais lu le scénario, et j'avais rien. Et donc, c'était ces tournages absolument libres pour Raoul, et ils ont donné quand même peut-être ces films les plus incroyables. Et donc, ça, c'est ce film-là. Ça, c'est, si vous voulez, mon rapport au film. Maintenant, c'est à toi de dire. De toute façon, tu n'aurais pas pu lire de scénario parce qu'il n'y avait pas de scénario à la base. Quand on est parti, il n'y avait rien à lire, puisque son idée, c'était de reprendre une démonstration d'un théologien du XVe siècle qui s'appelle Raymond Lull et qui a démontré l'existence de Dieu par un système de combinatoire. Donc, à savoir, vous allez voir le film, mais c'est le début, je ne spoile pas, c'est vraiment très intéressant. C'est plusieurs histoires qui sont exposées de façon normales, disons, qui finissent par se mélanger les unes avec les autres pour former une troisième, une quatrième, une cinquième, comme ça, jusqu'à former une espèce de pyramide qui tend vers l'infini et vers une histoire infinie, disons. Et c'était très intéressant à tourner parce que vraiment Raoul était le seul à savoir à peu près où il allait, même si pendant le tournage il était dans un état un peu second, parce qu'il inventait toutes ces histoires, il écrivait la nuit, il tournait le jour, et puis le soir on dînait quand même très souvent au restaurant, et puis ça partait aussi dans d'autres délires. Donc il y avait quand même un espèce de flottement comme ça, et toute l'équipe était à l'écoute de Raoul le matin, qui arrivait avec des nouvelles scènes en disant voilà, aujourd'hui on va tourner l'histoire d'un homme chien qui chante du fado. Et donc il y avait tout le monde qui disait mais comment ça un homme chien, on n'a pas d'homme chien, où est-ce qu'on peut trouver un homme chien? Donc il disait vous allez faire ça, comme ça, vous allez trouver, je vous fais confiance. C'était ta sœur qui s'occupait des costumes. Et donc et tout le monde était très excité, un peu comme à l'époque de La vie des pirates, dans les années 80, ou même avant, une époque où le cinéma était un jeu d'enfant, disons. Et donc là, pendant ce tournage-là, il y avait cette excitation de tout le monde qui découvrait les scènes en même temps que Raoul les inventait. Et petit à petit, moi, je sais que j'essayais absolument de comprendre ce que voulait faire Raoul et de refaire une espèce de montage hypothétique dans ma tête le soir quand je me couchais à Sintra, moi-même un peu dans un état second. Et
Et il y a de temps en temps, Raoul s'approchait de moi en me disant là, tu vas voir cette scène-là, en fait, ce sera la fin du film. Et je me disais, ah bon, d'accord, donc c'est la fin. Donc j'étais dans un mode spécial et j'essayais de rentrer au diapason de l'inspiration de Raoul. Mais c'est vraiment un des tournages qui m'a le plus marqué, dans le sens où le cinéma était à ce moment-là comme une espèce d'art qui se crée sur le moment, un peu comme si on pouvait voir un peintre en train de peindre ou un jazzman en train d'improviser, disons. Et ça, c'est grâce à toi, Paolo, et grâce à toute l'équipe et aux acteurs aussi qui se prêtaient au jeu, et au génie de Raoul qui était capable d'inventer en quelques semaines comme ça un film aussi baroque et aussi beau et finalement aussi personnel. Et donc voilà, c'était tout à coup le cinéma devenait un truc facile à manipuler et ludique et très amusant. Et à l'arrivée, le film est très réussi. Et je me rappelle quand il est sorti, il n'avait effectivement pas fait les entrées de son film précédent, qui était son plus gros succès, Le Temps retrouvé. Mais dans les Libérations, il y avait une très bonne critique qui disait genre le film crépusculaire de Raoul, un peu comme si c'était son dernier film. Et je pense que quelque part, il y avait déjà un peu... Raoul est mort relativement jeune quand même, peut-être 10 ans après. Mais dans ce film-là, il y avait déjà quelque chose de la mort qui s'annonce et de une espèce de bilan un peu de tous ces thèmes et de toutes ces obsessions sur l'enfance, sur la religion. Parce qu'il y a un personnage de théologien aussi, d'étudiant en tout cas, de tout ce qu'il avait vécu enfant, parce qu'il avait suivi des études de théologie, Raoul, au Chili, de la Kabbale aussi. Vers la fin, Raoul était très bon chez Kabbale, donc là il y a un personnage de kabbaliste, mais tout ça au service d'une grande blague et de l'humour de Raoul qui était absolument indépassable. Je ne sais pas si tu l'as vu quand il était à l'hôpital et tout ça en train de mourir, mais il continue à faire des blagues la veille de sa mort. C'était vraiment... Donc tout ce savoir et toute cette inspiration était quand même non pas dans le but d'être intellectuel et de donner des leçons, mais au contraire de donner à la vie un lustre fantastique et comique. Donc je pense que ce film-là est peut-être le film le plus ruisien de tous ceux que j'ai pu faire, avec ce côté en plus improvisé et une pure inspiration de metteur en scène. Bon, donc je vous laisse découvrir Combat d'amour en songe. C'est une copie 35, sous-titrée en portugais. Je ne sais pas très bien l'état de la copie, on va la découvrir, j'ai plusieurs. Celle-là, je ne sais pas laquelle. Donc, je pense qu'elle est encore regardable, je crois. Et c'est Acacio qui a fait le... Absolument. C'est Acacio d'Almeida qui a fait un travail magnifique à l'époque. Et donc, comme ça, on est à Sintra et on est avec Raoul. Ouais. Okay, et c'est tout. Donc, j'espère que vous prenez le plaisir, parce que pour nous, ces expériences, ces moments-là sont irrépétibles. Évidemment qu'on peut le faire qu'avec des gens qui ont un talent absolument génial, parce que quand on essaie de faire ça avec des gens qui ont moins de talent, évidemment, ça devient un peu insupportable, si on peut dire. Mais avec Raoul, on savait qu'il y avait toujours quelque chose qui sortait absolument magnifique. Et c'est pour ça que j'ai fait 3 films avec lui comme ça. Et qu'il pouvait faire complètement ce qu'il voulait, et sans que je cherche même les financements. Parce que je savais que pour avoir toute cette liberté, il fallait que je n'ai pas à justifier quoi que ce soit et qu'il puisse le faire. Donc après, il fallait que je me rattrape pour d'autres films, pour que ces films-là puissent... que je ne me rattrape pas, ce qui est arrivé très souvent. Tous les films commerciaux que tu as produits. Okay. Bon. Merci d'être là et j'espère que ça a une bonne expérience pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Paolo.